L'interview actu de ce samedi matin, 7h12. Bonjour François-Olivier Gisbert. Bonjour. Éditorialiste, écrivain en forme ce matin. Merci d'être en studio avec nous. À moins de 4 heures maintenant de cette cérémonie d'investiture d'Emmanuel Macron. Une cérémonie sobre, dit l'Élysée. Pourquoi ? Parce que c'est une réélection ou parce que l'heure n'est pas vraiment à la célébration, François-Olivier Gisbert ? Je crois surtout parce que c'est une réélection. D'ailleurs, la deuxième investiture de Mitterrand, souvenez-vous, la en cérémonie, 88. c'était très sobre, Ouais. alors que c'était quand même très ronflant et un peu étrange même, tellement c'était ronflant. Même chose d'ailleurs en 2002. En 1981, et en 2002, même chose aussi. Mais la première cérémonie de Chirac n'était pas non plus très solennelle. Chirac qui avait été donc réélu en 2002 face à Jean-Marie Le Pen, qui avait expédié cette cérémonie en 15 minutes. Alors, ce matin, ça devrait durer 1 heure, 1 heure et demie, dit l'Élysée. C'est très protocolaire, c'est très millimétré. Proclamation des résultats, remise du grand collier d'honneur de maître de la Légion d'honneur. Il y aura le discours d'Emmanuel Macron. Qu'est-ce qu'il peut dire ? Qu'est-ce qu'il doit dire ? Surtout qu'il fasse court. Je crois que c'est la règle de base. Le général de Gaulle avait fait très court lors de ses deux investitures. Enfin, son discours, des discours qui fixent un peu le cap. Ça fixe le cap, de c'est ça. manière générale, avec 2-3 belles phrases. Mais surtout qui ne retombe pas dans sa facilité qui consiste à faire des discours de 20-25 minutes, une demi-heure. Ça ne passera pas. Ça ne peut pas le faire. Là, l'Élysée prévoit un discours de 15 minutes. J'espère qu'il tiendra les délais, parce qu'il a tendance à faire long, toujours. En 2017, il voulait rendre aux Français leur confiance en eux. 5 ans plus tard, qu'est-ce que vous dites ? Quelle trace il a laissé finalement ? Je dirais qu'il n'a pas laissé grand-chose. C'est-à-dire que son bilan, ça tient sur un ticket de métro, sans être très polémique. Bon, en même temps... Parce qu'il y a eu les gilets jaunes, parce qu'il y a eu le Covid. Il y a toujours des excuses, mais vous savez, Giscard a fait beaucoup de réformes, il a eu 2 chocs pétroliers dans la gueule. C'était quand même autre chose, les chocs pétroliers, que même que le Covid ou que les gilets jaunes. Le choc pétrolier avec, une récession de moins 10 points. Enfin, ça, c'est effrayant, ce qu'il a eu à subir. Bon, et ça l'a pas empêché de faire des réformes. Mais je crois que le problème d'Emmanuel Macron, c'est qu'il savait pas. C'était un stagiaire, il essayait de voir comment ça marchait. Il a appris, parce que je pense qu'il a appris aujourd'hui, très clairement, et on peut être sûr, vous me direz, c'est facile, on peut être sûr que le deuxième mandat, sera mieux que le premier. Ça, je crois qu'il n'y a pas de problème, parce que là, cette fois-ci, on a élu quelqu'un quand même qui sait comment gouverner, qui sait présider, et qui a même compris s'il la a des France, défauts. qui a compris la France également. Il a été obligé, parce que l'affaire des Gilets jaunes... Parce que lui n'a jamais été élu, bien sûr, comme d'autres présidents. Il ne connaît pas la France profondément, on est d'accord là-dessus. Mais en même temps, l'affaire des Gilets jaunes lui a fait comprendre quand même, j'espère qu'il y pensera bien et qu'il ne retombera pas sur sa pente habituelle, mais qu'il y a une autre France, celle que le géographe Christophe Guilluy appelle la France périphérique. Ouais. Mais c'est cette France des petites villes et des villes moyennes où vivent quand même la moitié des Français. Jamais l'oublier, la moitié des Français. Et ils ont été un peu oubliés, ceux-là. Et il donc, doit prendre en conséquence ces territoires qu'il a oubliés pendant son premier quinquennat. Oui, parce qu'il n'y a pas que les quartiers, comme on dit, pour dire dans il y a les zones rurales, les quartiers. Mais les non, il y a médicaux, aussi les villes, les moyennes villes. Il y a aussi des petites villes où les gens ont une vie très difficile parce qu'ils vont travailler à 50 km ou 60. Vous voyez, l'aller-retour, ça fait 120. Et puis, l'essence est de plus en plus chère et donc leur pouvoir d'achat baisse. Ça, c'est clair. Vous n'êtes pas tendre avec Emmanuel Macron. Vous étiez venu nous en parler ici même dans votre dernier livre, En attendant De Gaulle, chez Albin Michel. Vous le qualifiez au début de son quinquennat, son premier quinquennat, de velléitaire, d'inconséquent parfois. Oui, mais ça, je dis aussi, c'est c'est la période de stage. C'est-à-dire que il n'avait jamais fait de politique, ce qui est complètement insensé. C'est-à-dire, on a élu quelqu'un qui avait même pas été conseiller départemental, même pas conseiller municipal, rien du tout, et qui d'ailleurs s'en faisait gloire. Or, la politique, je suis désolé, c'est un métier qui s'apprend. Il faut beaucoup de patience, il faut écouter tout le monde, y compris les cons. Faut avoir l'air modeste, même quand on ne l'est pas. Autant de choses qu'il ne savait pas faire. Je pense qu'il a appris, c'est-à-dire à travers, d'ailleurs, ces petites phrases qui ont pris des proportions complètement... même s'il y en a une qui est insupportable. C'est dans les gares, on croise des gens qui ne sont rien. Ouais. Celle-là, ça reste quand même un grand monument. Les autres, d'une certaine manière, c'est pas grave parce que ce sont des fautes de jeunesse. Et je pense qu'il ne commettra plus ces fautes parce que on peut tout dire d'Emmanuel Macron. Vous avez raison, je suis souvent cruel, mais en même temps, il est très intelligent. Ouais.
il est brillant. Bien sûr. Il va vite. C'est du vif argent, vous voyez. C'est quand même une vraie qualité pour un président. En tout cas, cette cérémonie d'investiture est à suivre ce matin dès 11h en direct sur Europe 1, édition spéciale jusqu'à 13h. C'est le début officiel du deuxième quinquennat d'Emmanuel Macron, qui va nommer un Premier ministre ou une Première ministre. Quel profil, selon vous? On voit bien, il cherche quelqu'un de gauche et il cherche une femme. Mais je trouve que c'est... Beaucoup de non-circules, beaucoup de refus. Oui, beaucoup de refus. 6 refus, paraît-il. Enfin, je sais pas, ce serait absolument énorme. C'est-à-dire qu'ils ont peut-être pas envie de travailler non plus avec Emmanuel Macron, qui ne donne pas suffisamment, peut-être, comme patron. Quand il dit votre patron, il est peut-être pas assez protecteur. Et donc, vous savez, quand on va travailler avec quelqu'un, on aime bien l'idée d'une sorte de pacte qui vous soutienne, etc. Ouais. Mais je pense que là encore, c'est aussi une petite erreur de jeunesse. Mais bon, il corrigera, je pense, la prochaine fois, il fera plus ça. C'est-à-dire, quand on dit on veut une femme et quelqu'un de gauche, une femme de gauche. On s'enferme pas dans les trucs comme ça. Quand on est président de la République, on prend le meilleur. Surtout qu'il faut un profil politique. On est à un mois des législatives. Il faut un profil politique. Non, mais c'est évident. Et il a du bon matériel. C'est-à-dire que, la République En Marche, vous regardez le groupe parlementaire, vous regardez, il y a personne, même s'il y a beaucoup de députés, voilà. Renaissance, maintenant, il faut dire. Oui, Renaissance, pardon. Mais nouveau nom de la République En Marche. Il n'y a pas grand monde qui sort du lot. Mais vous regardez, en revanche, par exemple, dans son gouvernement, ou même à côté, mais enfin il y a François Bayrou, par exemple, et je pense mais c'est évident, Bruno Le Maire, Jean-Yves Le Drian, vous voyez, il y a un certain nombre de personnalités comme ça, Jean-Michel Blanquer, et puis même, il peut chercher dans la majorité un peu élargie, Christian Estrosi, le maire de Nice, enfin, il y a des personnalités qui feraient l'affaire. Alors c'est vrai, il se trouve, ce sont plutôt des hommes. L'idée de Nathalie Kosciusko-Morizet, c'était pas une mauvaise idée, d'ailleurs, l'ancienne ministre de Sarkozy, Nicolas Sarkozy, qui était chiracienne au départ, ça aurait pu le faire, parce qu'elle était, à l'évidence, Macron compatible, je ne sais pas pour quelle raison, ça n'a pas marché, on ne sait pas trop, on n'a pas compris. Je pense que c'est peut-être justement, c'est quelqu'un qui s'est dit, oui, je serai avec un fusil sur la tempe, une crosse contre la tempe, ou je ne sais quoi, enfin en tout cas, je n'ai pas envie. Et je pensais un peu ça, vous voyez, c'est un petit problème à Macron. Il faut qu'il donne le sentiment de faire plus confiance aux gens avec qui il travaille. Rapidement, François-Olivier Gisbert, un mot de ce qui se passe à gauche. Accord La France Insoumise, Parti Socialiste, mercredi soir, Bernard Cazeneuve quitte le PS, François Hollande récuse cet accord. C'était le rêve de Jean-Luc Mélenchon de tuer son ancien Paris. Oui, c'était obsessionnel. Ouais. Obsessionnel. Et d'ailleurs, il en voulait beaucoup à François Hollande à cause de ça, parce que François Hollande, qui était à l'époque premier secrétaire du PS, a réussi un peu à le pousser dehors d'une certaine manière, vous voyez. Et donc, il revient là en force, et c'est vrai que le Parti Socialiste, on ne peut pas donner très cher de sa peau aujourd'hui. C'est-à-dire que le pauvre Olivier Faure l'a vendu pour un plat de lentilles, même pas. Pour le premier secrétaire du Parti Socialiste. Oui, le pauvre. Il a vendu pour un plat de lentilles et quelques circonscriptions, dont la sienne, comme par hasard. Mais quand on verra les chiffres à l'arrivée, ça risque de pas être terrible. Et puis, je pense que là, il y a carrément maintenant, même si c'est vrai qu'au Conseil national, il a obtenu une bonne majorité, 62%. Bon, c'est pas mal, mais ça ne veut rien dire, parce que ce sont des apparatchiks. C'est évidemment le type d'accord qui plaît beaucoup aux apparatchiks. Je suis pas sûr que ça plaise beaucoup aux électeurs, parce que les électeurs socialistes, vous savez quoi, ils sont européens, souvent social-démocrates, et c'est quand même une aberration qu'en France, alors que de nombreuses démocraties européennes sont entre les mains de sociodémocrates, l'Allemagne, l'Espagne, le Portugal, le Danemark, la Suède, enfin, pour continuer comme ça, qu'en France, il y ait une gauche qui est en fait une gauche d'extrême gauche. C'est-à-dire que, excusez-moi, juste je termine là-dessus, mais Jean-Luc Mélenchon, ce n'est pas un homme de gauche, c'est pas vrai. On entend ça à la radio ou à la télé, on voit ça à la télé tout le temps, c'est pas vrai. C'est une farce sémantique. Il est d'extrême gauche, je crois qu'il faut le dire. C'est un mot, je sais pas, ça arrache la gueule des journalistes, ils veulent pas dire ça, mais il est d'extrême gauche. Et là, c'est clair que pour le Parti Socialiste, c'est difficile. Je pense que pour les électeurs du Parti Socialiste, ça va être compliqué. Dernière question, vous concernant François-Olivier Gisbert, élection qui sera importante pour vous, ce sera jeudi prochain. Vous êtes candidat à l'Académie française au fauteuil de Jean-Loup Dabadi. Vous êtes 5 candidats. Ce serait quoi le plus de François-Olivier Gisbert? Le plus? Oui. Ah, je sais pas, moi, j'ai envie. Après, vous savez, je suis modeste, on verra bien.
vous savez, souvent vous fait faire un tour, 2 tours, 3 tours, il faut se présenter à la 4e fois. Bon, là j'ai l'âge qui vient quand même, donc c'est bien que ça serait un petit peu compliqué. Mais vous êtes en campagne, donc. Mais non, je suis pas en campagne. Vous savez, c'est un, comment dire, ça se passe pas tout à fait comme ça. Non, j'ai essayé de faire vraiment dans les règles, au mieux. Je me suis plié à tout, et puis après, voilà, j'attends le résultat avec une grande sérénité, et puis aussi avec un peu d'espoir. Oui, réponse jeudi, absolument. Allez, en attendant un samedi très, très politique, donc avec la cérémonie d'investiture à 11h d'Emmanuel Macron, édition spéciale sur Europe 1, dès 10h avec les grandes voix et Pierre de Villeneuve. On vient d'en parler avec Franz-Olivier Gisbert. Grand merci à vous. Bon samedi. À bientôt, Thierry Dageral.